Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette newsletter mensuelle d'information du mois de décembre 2021. La dernière de l'année, la plus importante, puisqu'à la fin de cette newsletter, je vous présenterai mes perspectives pour l'année 2022 à 6 mois. Donc je vous recommande tout particulièrement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer de vous exposer le sommaire de cette vidéo, je tiens en cette fin d'année, puisque là il reste 10 jours de bourse, à remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, voilà, et toutes les personnes bien sûr qui se sont récemment abonnées, et vous êtes nombreux suite à ma dernière vidéo sur Worldline, et c'est vrai que c'est la vidéo où j'ai obtenu le plus d'abonnés. Merci à vous, j'essaie de vous apporter de la valeur à travers ces vidéos, que ce soit des analyses techniques ou des newsletters d'information, et je continuerai à le faire et j'espère que ça vous plaira. J'espère également que vous serez également nombreux à l'avenir à vous abonner à ma chaîne YouTube, et surtout il ne faudra pas oublier de cliquer sur la cloche de notification en haut à droite, voilà, pour être averti des nouvelles publications. Voilà, après cette petite introduction, je vous présente le sommaire de la vidéo, les grandes lignes de cette newsletter. Et pour le détail de ces grandes lignes, je vous le rajouterai en description de cette vidéo. En premier lieu, je vais faire comme à mon habitude le bilan de l'année, voilà, de l'année 2021. Un résumé donc de cette année, je dirais, assez particulière. En deuxième partie, je parlerai de la bulle en cours, je parlerai de Tesla, mais aussi de l'effet de mode des NFT et bien d'autres choses. Troisième partie, la menace inflationniste, c'est-à-dire en fait ce qui se passe actuellement avec la flambée de tous les actifs, matières premières, alimentation, etc., flambée, et avec donc des prix à la consommation qui sont à des niveaux très importants, et cela n'est pas arrivé depuis plusieurs années donc dans de nombreux pays. Donc est-ce que cette menace inflationniste va justement provoquer une correction, au minimum une correction sur les marchés? Donc je traiterai de ce sujet en troisième partie, puis ce sera la conclusion, mes perspectives pour 2022, ce que j'en pense d'après mes études approfondies, et notamment je vous expliquerai qu'est-ce qu'un crack en fait. Je vous donnerai la définition du crack, parce que bien évidemment ça je vous l'ai déjà annoncé, beaucoup parlent du crack à venir en 2022. Donc moi je vous donnerai la définition du crack et je vous dirai effectivement ce que j'en pense. Est-ce que nous allons avoir un crack en 2022? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. Le bilan de l'année. Alors je vais faire bref parce que je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit lors de mes précédentes newsletters lors de cette année 2021. Et bien le bilan de l'année, c'est une année assez exceptionnelle, due à un déversement, je dirais, gigantesque de liquidités sur les marchés financiers par les banques centrales, puisque maintenant vous appuyez sur un bouton, c'est-à-dire que vous voulez combien? Tu veux 100 000? Et bien voilà, tu vois, tu rentres, hop, 100 000, tu appuies sur un bouton et tu as 100 000 qui sort là. Donc c'est facile, on peut aller très loin comme ça, et donc on inonde les marchés de liquidités. Et donc, si vous voulez, il faut bien investir ces liquidités, ce qui entraîne des hausses très importantes sur les actions, puisque en fait, il n'y a pas d'autres actifs qui rapportent, en gros. Hein. D'accord? Les obligations, ça rapporte rien, les assurances vie, etc., ça rapporte rien, voilà. L'or, ça rapporte pas grand-chose. Voilà. Donc les actions, c'est vraiment le moyen de justement d'investir ces liquidités. Et comme il y a énormément de liquidités sur les marchés financiers, et bien ça explique ces hausses très importantes que l'on a eues cette année. Voilà. Après, pour ce qui est des algorithmes, si vous voulez, ça j'en ai parlé, mais je fais un petit résumé. L'algorithme, ce que apporte véritablement l'algorithme, c'est l'élimination de l'émotion. Voilà. Puisque, prenez un trader qui est très bon, très bon,
En plus, s'il est, je dirais, embauché, il a le capital qu'il faut. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va dire, oulala, là, ça commence à être très, très élevé. Donc, il va vendre, il va shorter massivement. Et si ce trader fait partie l'un des leaders du marché, hein, voilà, il peut mettre le paquet et commencer à shorter, etc. Parce que là, ça, si vous voulez, le robot, lui, ne va pas se poser la question. Voilà, il y a le stratège qui dit à ses traders, vous faites cela. Et donc, ce qui explique ces hausses très très importantes avec les marchés américains, le S&P qui est à 230% du PIB américain. Voilà. Donc là, nous sommes à un niveau nettement plus élevé que lors de la bulle technologique. Mais bien sûr, c'était un peu plus de 130 de mémoire. Ou 160. Enfin voilà, peu importe, là on est encore plus haut. Donc c'est encore plus cher. Et c'est vrai que sans les algorithmes, sans l'élimination de l'émotion, je ne pense pas que nous serions arrivés là sans correction significative. D'accord? Voilà. Donc, inondation des marchés de liquidités par les banques centrales en réponse à la pandémie du Covid-19. Forte hausse des actifs. Pour le S&P, la série de clôture, de records de clôture la plus longue depuis 1997. Là, il cote un peu plus de 21 fois les bénéfices, ce qui est énorme. Voilà. Donc voilà, le bilan de l'année, c'est ça. Explosion des marchés, explosion des indices, due à des liquidités très importantes. Après, alors ce qui se passe dans ce genre de situation, et je vais y venir de manière plus approfondie dans la seconde partie, ce qui se passe, c'est que quand c'est haut, cela va attirer beaucoup de monde, puisque votre boucher, votre facteur, voilà, enfin, même une personne que vous allez rencontrer dans la rue, il va commencer, votre voisin va dire, oulala, là, putain, t'as vu ce qui se passe, c'est super. Là, je suis allé à la banque, j'ai acheté des actions, je gagne et tout, c'est super, c'est génial, c'est facile, tout va bien. Voilà. Et donc, on vous appâte. Il y a plusieurs moyens pour vous appâter, pour vous faire rentrer sur ce marché surévalué, c'est-à-dire, s'il n'est pas arrivé sur son sommet, donc ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. En tout cas, ce n'est pas très loin, puisque là, voilà, on a 230% du PIB. Hein, c'est voilà. Vous arrivez, vous ne connaissez pas tout ça. Hein. Moi, quand je suis arrivé en mars 2000, je ne connaissais pas tout ça. Donc, on vous appâte par différentes façons pour aller sur ce marché. Et là, la chose à noter qui est très importante, c'est l'affaire GameStop, avec donc ces traders sur Robinhood, dans des salons privés, où là, on vous a fait remarquer qu'effectivement, les débutants en bourse faisaient la pluie et le beau temps et arrivaient à battre les institutionnels. Voilà, en fait, vous n'y connaissez rien, vous arrivez, vous organisez sur un réseau et vous allez faire tomber les institutionnels. Alors, bien sûr, ça, c'est ce qu'on vous a raconté, mais ce n'est absolument pas la vérité. Alors, je vais y revenir un petit peu là-dessus parce que c'est très important. Alors, Robinhood, depuis ce temps-là, bien évidemment, a perdu 75% de sa capitalisation boursière. Hein. Elle est en train de s'effondrer totalement. Donc voilà, on vous appâte pour alimenter ce marché. Et on vous dit en plus, c'est super, parce que tu vas faire tomber les pros. Et voilà, tu vas gagner facilement. Je dirais, c'est la poule aux œufs d'or. C'est ce qu'on vous dit. Sauf que, il y a deux raisons donc essentielles. Deux raisons pour lesquelles, bien sûr, c'est complètement erroné. Avant de vous énoncer ces deux raisons, jetez un œil quand même sur ma vidéo La vérité sur le trading. Et là déjà, vous comprendrez pas mal de choses. Alors la première raison, c'est le capital. Parce que même si, alors ils vous disent bien, vous êtes débutant, vous allez faire tomber les institutionnels. Voilà, bon, moi je veux bien. Mais moi je vais vous prendre d'exemple que si déjà vous avez une connaissance assez approfondie de la technique. Hein, voilà, de l'analyse graphique. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez certaines connaissances en bourse, et ça, je reviens à cette vidéo, La vérité sur le trading, vous allez commettre des erreurs. Même si vous êtes très bon, vous allez commettre des erreurs. Alors, imaginons que voilà, vous avez 50 000 de capital. Hein, on va prendre un exemple. Je vais prendre Ruby, hein, qui est très attaqué là,
qui est très attaquée actuellement. Ça fait un moment qu'elle est attaquée. Donc, imaginons que vous faites grossir votre capital assez rapidement et vous allez mettre 20 000 sur Ruby. D'accord? Vous allez mettre 20 000. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si en face, vous avez un institutionnel qui a 10 fois plus, 500 000, voire 100 fois plus, 5 millions, si vous voulez, vous ne faites pas le poids face à cet institutionnel parce que lui, il est tout à fait capable de vendre à découvert la valeur, hein, avec du levier. Alors vous, si vous utilisez le levier, voilà, il ne faut pas vous tromper de sens parce qu'on va vite vous appeler pour couper votre position. Mais lui, déjà, il a un levier beaucoup plus important que le vôtre. Donc lui, déjà, à la hauteur de ce que vous avez mis, alors si vous êtes chez un courtier, il peut le savoir, hein, il peut déjà shorter l'équivalent de ce que vous avez mis. Alors qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez dire, oulala, vous allez renforcer. Et au final, vous allez mettre quasiment l'intégralité de votre capital sur cette valeur. Et l'institutionnel, à ce moment-là, lui, il a 10 ou 100 fois plus que vous. Donc là, il peut effectivement shorter la valeur encore plus et vous faire plonger. Donc, déjà, pour une raison de capital, vous ne pouvez pas être meilleur que les institutionnels. Faire la pluie de beau temps sur les marchés, ça n'existe pas, ça. C'est de l'esbrouf, voilà. Et déjà, comme je vous ai expliqué, pour arriver à tirer son épingle du jeu, quand même, il faut avoir de grandes connaissances, analyse technique et être assez solide mentalement. La deuxième raison, c'est qu'on vous dit ça, mais de notre côté, vous avez Bill Hwang, qui était l'un des meilleurs traders de la place, d'accord, l'un des meilleurs traders de son temps, Bill Hwang, hein, avec son fonds Archegos qui a fait faillite. Et lui, il avait plusieurs milliards de dollars. Hein, voilà. Donc on vous dit, vous faites la pluie et le beau temps, c'est super. Ils ont fait tomber les institutionnels sur GameStop. Et de l'autre côté, vous avez Bill Hwang, l'un des meilleurs traders, qui fait faillite. Donc, bien sûr, ça paraît quand même assez étrange. Voilà, je voulais terminer par ça et faire attention à ce qui se dit sur les marchés. En tout cas, le bilan d'année, c'est ça. L'inondation des liquidités a provoqué la hausse très importante des indices boursiers. Alors, chronique d'une bulle boursière. Donc, qu'est-ce qui caractérise une bulle boursière? C'est déjà des actifs ultra valorisés. Donc là, comme je vous l'ai expliqué lors de la première partie, des actifs très chers. Donc, on connaît la raison qui a provoqué la hausse très importante. Et donc, cette irrationalité sur les marchés financiers. Après, vous avez ce qui est caractéristique d'une bulle boursière, ce sont les effets de mode. Parce que ce qui se passe, pourquoi ça monte autant? Parce que la psychologie est positive. Je vous l'ai dit, on fait rentrer des débutants, de nouvelles personnes, voilà, attirées par l'argent facile. Et il y a quelques influenceurs, voilà, qui vont vous guider et vous faire acheter les actifs au plus haut. Donc les effets de mode, et l'un des effets de mode, c'est Tesla. Voilà, donc je pense que une action n'a jamais été aussi chère. Et Tesla, elle a été multipliée par 19 en 2 ans. Si on part en octobre, voilà, grosso modo en 2 ans, multiplié par 19. Donc, vous voyez, en mensuel, enfin, il y a une petite correction ici, là, février, mai, mais voilà. Donc là, c'est tout simplement énorme. Voilà. Donc tout le monde achète Tesla, même si c'est du grand n'importe quoi. Et là, ce qui se passe depuis environ un mois, Elon Musk a annoncé voilà, qu'il allait vendre des actions. Je crois qu'il est à 11 milliards de ventes. Il va vendre jusqu'à 20 milliards d'actions Tesla. Et donc ce que fait Elon Musk, c'est tout à fait normal. Beaucoup ont fait la même chose lors de la bulle technologique. Parce que Elon Musk, en fait, il est très intelligent et il profite de la bêtise, de la stupidité de ceux qui n'y connaissent rien. Parce que Elon Musk sait très bien que son cours de bourse est ultra valorisé. Et il sait très bien qu'au bout d'un moment, le cours de bourse de Tesla va atteindre un sommet, que ça va corriger de manière très sévère. D'accord ? Et il sait très bien que peut-être que le sommet, ça mettra des années à le retrouver.
Donc lui, il profite de la bêtise humaine, je dirais, qui est assez caractéristique pour voilà, se délester un peu de quelques... Voilà, s'en mettre un peu de côté au cas où ça tournerait mal. Hein. Et puis, voilà, avec cette influence, mais ça fait partie de son tempérament, il influence, je dirais, les marchés. On l'a vu avec le Dogecoin récemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour ce que le fait Monsieur Musk, Jordan Belfort a été en prison. Voilà, c'est-à-dire influencer les gens, voilà, qui écoutent les autres et faire perdre de l'argent à beaucoup de personnes, puisqu'il voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer beaucoup trop haut. Et donc, voilà, il se permet de faire cela et de faire perdre de l'argent à des milliers de personnes. Et lui n'est pas condamné, alors que M. Jordan Belfort a été condamné pour ses pratiques, mais lui, il était sur les penny stocks. Comme on dit, il y a toujours des personnes qui profitent voilà, de la bêtise humaine. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Alors, le deuxième exemple beaucoup plus significatif, c'est Crypto Blockchain Industry, CBI, qui a été multiplié par 19, mais en 15 jours. Alors là, c'est... Voilà, c'est même lors de la bulle techno, voilà, ça, c'était pas aussi important en si peu de temps. C'est l'effet de mode, les NFT des jetons non fongibles. Alors, ça traduit un petit peu le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que monde fou, le monde est fou. Hein, on le voit à travers notamment de ça. C'est-à-dire que, en fait, les NFT, c'est un actif numérique. Qui est coté à travers une crypto, qui est associé à une crypto, mais il est non tangible, c'est-à-dire qu'en fait il est unique. Voilà. Contrairement au Bitcoin qui lui peut se multiplier, vous avez des Bitcoins, le NFT lui est unique. Voilà. Et donc il y a une spéculation effrénée là-dessus. Voilà. Encore un effet de mode. Et donc là nous sommes à 29 500. Le titre est monté à 79,90, donc je peux vous garantir que ceux qui ont acheté là, ils sont ruinés définitivement, puisque maintenant la probabilité que l'on remonte sur le plus haut est extrêmement faible. Donc voilà, donc là, donc il y en a plein qui se sont fait piéger, et peut-être des débutants qui n'avaient pas beaucoup de capital et qui voilà, ont écouté les influenceurs et qui ont acheté au plus haut. Et je peux même vous garantir que Crypto Blockchain Industry, donc CBI, qui est coté sur Altanex, donc un marché non réglementé, je le rappelle, finira penny stock. Ça, je peux vous le garantir. C'est ce qui arrive en général à ce genre de valeur, même je pense qu'elle risque de disparaître. Bien évidemment, devenir penny stock, ça peut mettre plusieurs années éventuellement, mais on pourra en reparler, vous me contacterez à ce moment-là. C'est le genre de valeur qui va finir penny stock et qui va finir probablement en faillite. Alors, si vous êtes débutant, lorsqu'il y a une bulle boursière, il faut absolument éviter les effets de mode. Et ce qui est important, surtout, il ne faut pas être cupide. Mais je dirais que cette cupidité, on vous l'inculque, cette cupidité. Puisque moi, je me souviens très bien, donc Investir, hein, le journal Investir, au top là, en mars 2000, voilà, vous n'êtes pas cupide, mais il va vous expliquer que si vous achetez cette action et cette action, en gros, il faut tout acheter avec des objectifs faramineux. Vous allez devenir riche très vite. Voilà. Donc en fait, même si vous n'êtes pas cupide, on vous inculque cette cupidité. Donc voilà, le piège est énorme et vous pouvez tomber dedans. Voilà. Et beaucoup de personnes, comme d'habitude, vont tomber dedans. Donc la première voilà, caractéristique de la bulle, déjà, c'est que là, on commence à le voir. C'est très cher et on commence à le voir avec ces effets de mode. Bon, c'est vrai que l'effet de mode de Tesla, ça fait au moins 2 ans avec cette multiplication par 19. Voilà, donc une chose bien évidemment à éviter. Alors un autre effet de mode, c'est Robinhood. Avec cette affaire GameStop, voilà, en gros c'est la fête tous les jours sur Robinhood, donc qui a profité de cette occasion pour s'introduire en bourse. Voilà. Donc au départ ça a flambé. Et là par contre le courtier ça perd 75% par rapport au plus haut. En plus, il y a eu une affaire de piratage d'adresse email, 7 millions, voilà. Donc, c'est toujours pareil, sur mon groupe Facebook, on me demandait qu'est-ce que tu penses des courtiers, voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des courtiers sérieux, mais après, le risque, voilà, un courtier, ben voilà, on peut avoir de gros soucis. Donc, certaines personnes ont profité, vous voyez, de cet effet de mode pour introduire la belle.
à un prix très élevé, faire monter la belle, et bien sûr, il y en a qui se sont gavés là-dessus comme d'habitude. Hein. Ça, c'est vu comme le monde et ça se reproduira. Et maintenant, le problème, c'est que voilà, la plupart sont rincés et ils sont à moins 75%. Mais ça, j'y reviendrai dans mes perspectives. Pourquoi nous sommes sur une bulle et pourquoi nous avons des chutes comme ça très importantes sur certaines valeurs. Donc ça, c'est pour la fin. Il y a également une information très importante, comme quoi la montée des titres est surtout due au rachat d'actions, parce que les sociétés ont énormément d'argent, il y a beaucoup d'argent sur la table, donc en fait, elles rachètent leurs titres. Donc la part de bénéfice dans la montée des actions est particulièrement faible, c'est surtout le rachat d'actions. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'effet de levier sur les comptes titres américains, les détenteurs de comptes titres américains, n'a jamais été aussi haut. Donc rappelez-vous, lors de la crise de 29, il y avait 90% de levier. C'est-à-dire que voilà, vous aviez 10 000 $, et vous pouviez être investi à 100 000 $. Voilà. Donc là, le levier est très important. Donc voilà. C'est-à-dire que là, on est... je ne vais pas m'avancer plus parce que j'en parle à la fin, mais là, ça commence à sentir le sapin, comme on dit. Hein. Ça brûle pas, mais voilà, on voit que il y a plusieurs alertes et on peut se poser plusieurs questions. L'autre élément à prendre en compte, c'est la négligence systématique des mauvaises nouvelles, et ça, je vous en ai parlé régulièrement dans mes précédentes newsletters. Et là, en fait, on va vous expliquer, pour maintenir, on va dire, cette psychologie de masse ultra positive, que de toute façon, la Réserve fédérale va régler le problème inflationniste comme elle a réglé le problème du Covid. Enfin, le Covid, enfin, j'en parle pas, ce n'est pas le sujet, mais il est loin d'être réglé. En tout cas, voilà, ça prend une tournure un peu spécifique. Mais en gros, voilà, ne vous inquiétez pas, hop, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter, il n'y a aucun problème. Tout sera réglé et ça ne fera que monter. Alors voilà, lorsqu'on a des indices de confiance des consommateurs comme le Michigan au plus bas de 10 ans, ou le Conference Board, ou le NFP, donc le taux de chômage, le taux d'emploi, qui est le NFP, qui est la stat la plus importante aux États-Unis. Donc tous les premiers vendredis du mois, c'est la stat la plus importante, qui est largement en dessous, inférieure aux attentes. Eh bien non. Après, les immatriculations automobiles en baisse régulièrement, je dirais tous les mois depuis le début de l'année, voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle par rapport à la croissance, par rapport justement à la reprise. Et non, vous voyez, il n'y a aucun effet. Ça continue à monter. Vous avez des études comme quoi il y a un cabinet suisse qui explique qu'il risque d'y avoir beaucoup de faillites en 2022 dû à l'arrêt des aides des États. Voilà, mais ça encore, vous allez me dire, bon, mais voilà, il prévoit des faillites, mais bon. Mais surtout, la mauvaise nouvelle, la plus importante, et qui s'est produite de mémoire le 10 décembre, c'est Evergrande. Alors on connaît le problème d'Evergrande, le géant immobilier chinois. Donc je vous rappelle que l'immobilier en Chine, c'est 30% du PIB. Evergrande a fait défaut sur un paiement. Donc le vendredi 10 décembre, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi. Nous apercevons également que d'autres acteurs importants de l'immobilier chinois comme Sunshine 100 ou Kesa ont fait défaut également sur des paiements. Et là récemment, un autre acteur, Shimao, est en grande difficulté. Alors vous savez, ce genre d'information, on sait que la dette d'Evergrande est de 260 milliards d'euros. À l'époque de Lehman Brothers, c'était moins de 10 à la clôture. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un véritable problème très important qui risque d'emporter tout le système financier, bien qu'on vous dise que non, vous inquiétez pas, les banques ne sont pas trop exposées, etc. Mais bon, c'est quand même 30% du PIB chinois. Donc les stats, bon, ok, mais cette nouvelle comme quoi Evergrande est vraiment en grande difficulté, le cours de l'action est actuellement au plus bas, cela devrait emporter le marché. Voilà. Donc là, c'est absolument significatif. Et lorsque vous êtes en face de ce genre d'informations, c'est-à-dire qu'en fait, négligence des mauvaises nouvelles, et quelle que soit la mauvaise nouvelle,
eh bien, il ne faut pas shorter le marché. C'est pour ça que je dis sur mon groupe Facebook, surtout ne shortez pas le marché. Et en fait, ceux qui s'y essayent, eh bien, ils perdent de l'argent. Voilà, donc il est clair que les effets de mode, les liquidités, les rachats d'actions, la psychologie de masse positive, ben voilà, vous pouvez donner n'importe quoi comme mauvaise nouvelle, et bien, le marché va continuer à monter. Donc là, dans cette situation, bien sûr, voilà, comme on dit, il faut suivre la tendance. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, mais j'y reviendrai à la fin. Avant de passer à la troisième partie, donc la menace inflationniste, il y a une chose très importante que je dois vous dire. Une autre information très importante que je tiens à vous livrer, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui le sera à un moment ou à un autre, puisque voilà, lorsque vous êtes en face d'une bulle boursière, un jour ou l'autre, eh bien voilà, c'est le crack. Le crack tant annoncé par tant de monde, comme tous les ans. Là, c'est Noël approche et on vous promet le crack. Voilà. Cette information, eh bien, lorsqu'il y a le marché baissier, et je vais y venir à la fin en vous expliquant qu'est-ce que c'est qu'un crack, eh bien, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire les bonnes nouvelles ne sont pas prises en compte par le marché. Voilà. Je me souviens, j'en ai déjà parlé, Alcatel, à une époque, il y avait des contrats tous les jours. C'est un peu comme Alstom en ce moment. Alstom, il y a de très bonnes nouvelles, mais le titre ne fait que baisser. Voilà, bon, voilà, j'y pense là comme ça, mais voilà, regardez un peu les nouvelles sur Alstom, c'est un truc de malade. Et Alcatel, c'était de la folie, quoi, mais le cours, il faisait que baisser. Voilà, et là, vous aurez, voilà, les bonnes stats, mais ça n'influencera pas les cours, etc., etc. Donc, c'est l'effet inverse qui se produit lors d'un marché baissier. Et là, c'est pareil, vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi ça monte pas alors que la nouvelle, elle est bonne. Parce que là, vous ne comprenez pas pourquoi ça baisse pas, parce que voilà, il va rendre et sur le point de faire faillite, ça va emporter le système. Il risque d'y avoir une crise systémique, mais non, ça baisse pas. Voilà, là, c'est exactement la même chose. La pression inflationniste va-t-elle provoquer l'éclatement de la bulle en cours? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bulle boursière est due justement à cette politique des banques centrales de déversement de milliards et de milliards de monnaies de singe sur les marchés financiers. Et donc, le fait de déverser autant de milliards aggrave et alimente cette inflation. C'est logique, parce qu'il y a une masse monétaire très importante en cours. Voilà. Donc, ce qui se passe est tout à fait logique. Et là, nous atteignons des pics relativement sérieux au niveau de l'inflation, que ce soit, donc, c'est 13 ans pour la France, 13 ans pour la zone euro, 10 ans pour la Grande-Bretagne, et 40 ans pour les États-Unis. Alors, les prix à la production, bien sûr, suivent. Forcément, c'est lié. En Chine, aux États-Unis, sont au plus haut depuis plus de 10 ans. Alors effectivement, les banques centrales, certaines banques centrales ont commencé à répondre à ce problème. C'est vrai que j'en parlais dans une newsletter cette année. Étant donné quand même les marchés sont bien repris, il y a quand même un peu de croissance, il serait temps peut-être d'arrêter de déverser autant de liquidités sur les marchés, mais le problème c'est la dette. Voilà. En sachant que la dette actuelle mondiale est de 250% du PIB. Voilà. Donc vous avez une bourse américaine qui est valorisée à 230% de la richesse, à 230% du PIB, et une dette mondiale à 250% du PIB. Ce qui fait que c'est effectivement de remonter les taux d'intérêt, de trop remonter les taux d'intérêt, ça crée des problèmes par rapport à cette dette. Voilà. Mais là, voilà, là il y a urgence, flambée des actifs, des matières premières, ça commence à se voir au niveau de l'alimentaire, donc là il faut intervenir, et c'est ce qu'a fait la banque islandaise, en remontant ses taux à 2%, la banque norvégienne à 0,5% et la banque d'Angleterre récemment. Voilà. Et donc la Réserve fédérale, lors de sa réunion du 17-18 décembre, a décidé d'accélérer son tapering. Donc son tapering, c'est en fait le tapering, c'est justement le déversement, le rachat d'actifs, déversement de liquidités sur les marchés. Donc ça devait se terminer en juin, là ça va se terminer en mars, et ils ont décidé finalement de remonter les taux d'intérêt. Il pourrait y avoir 3 hausses de taux d'intérêt en 2022. Et les taux pourraient remonter jusqu'à 1%, ce qui n'est pas grand-chose, 1%. Voilà, parce que je l'ai plus en mémoire, mais je crois qu'on était un peu plus de 4%. Au moment de la crise de subprime, alors à vérifier. Hein. Mais là, 1%, voilà, l'argent est encore quasiment gratuit à 1%. Alors,
ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'on vous a toujours dit que voilà, l'inflation serait transitoire, ça durerait pas très longtemps, il y en a encore qui le disent. Et là, M. Powell, mais moi je dis bravo parce qu'il a dit la vérité, effectivement, l'inflation n'est plus transitoire, il a annoncé ce programme, donc accélération du tapering, et là aux taux d'intérêt, alors qu'on vous avait dit que les premières hausses auraient lieu en 2023, voire en 2024, ce qui est complètement faux, parce que les marchés savent très bien, les spécialistes savent très bien qu'à ce niveau d'inflation, eh ben voilà, il faut non seulement arrêter tout de suite les robinets, de fermer le robinet immédiatement, mais surtout de remonter les taux d'intérêt. Alors là, on a voilà de nouveau une petite correction, là, ça a commencé fin novembre. Donc je vous avais averti lors de ma précédente newsletter, effectivement, qu'il y avait un risque de correction. Mais tout ceci est un prétexte parce que le marché le savait très bien. Le marché le savait très bien que le tapering allait se terminer. Là, c'est une petite accélération et le marché, les spécialistes savaient très bien qu'il y aurait une remontée des taux d'intérêt. Voilà. Donc c'est un peu le prétexte à cette petite correction qui n'est pas grand-chose. C'est habitué à ces petites corrections. Mais voilà, c'est toujours un prétexte. Ça chute parce que à cause de ça. Voilà. Mais on ne vous dira jamais ça chute parce qu'on est à 230% du PIB. Voilà. C'est tout. On ne va pas vous dire que ça chute parce que c'est cher. Et justement, je vais en parler lors de la conclusion. Au contraire d'ailleurs. On ne vous dira jamais ça. On inventera un prétexte pour vous dire ah ben là voilà, ça chute à cause de ça. Alors voilà, donc il serait temps, je disais, de relever ces taux d'intérêt. Mais après, du côté de Madame Lagarde, ce n'est pas du tout le même discours. Et même du FMI. Voilà. Le FMI dit tout à fait que l'inflation ne représente pas une menace grave. Ça, on verra. Et Madame Lagarde, elle dit que... Alors, elle a commencé à dire que l'inflation baisserait plus lentement que prévu. Et maintenant, elle dit que ça va s'arrêter rapidement et que ça va commencer à refluer en janvier. Voilà. Bon. Et après, elle dit que surtout qu'il ne faut pas que la BCE resserre sa politique. Ce serait une grave erreur de le faire puisque ça pourrait casser la reprise. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'a dit Madame Lagarde? Voilà. C'est-à-dire qu'on a une inflation galopante, où certains pays, je dirais bons gestionnaires comme la Norvège et l'Islande, et puis l'Angleterre, voilà, qui sont moins stupides que les Français, commencent à resserrer leur politique. Les États-Unis commencent à le faire, et en zone euro, on vous dit mais non. En gros, ne vous inquiétez pas, c'est comme un peu le nuage de Tchernobyl. Ça va commencer à baisser le mois prochain. Il ne faut surtout pas resserrer la politique, surtout pas le faire. C'est une grave erreur parce qu'effectivement, on dit que cette politique, parce qu'ils continuent à leur rachat d'actifs, la BCE, ils ont arrêté une partie, mais il y a une partie qui continue, alors que ça aggrave considérablement l'inflation. Alors peut-être que, c'est vrai que M. Livermore disait qu'il ne faut jamais écouter les autres, il ne faut écouter les conseils de personne, mais peut-être que Mme Lagarde écoute les conseils de quelqu'un. Bon, je m'arrêterai là parce que ce n'était pas le sujet. Donc nous avons une petite correction due à ce prétexte inflationniste et bien sûr le variant Omicron. Alors que bon, le Covid, tout le monde s'en fiche depuis le départ. La bourse, dès que les banques centrales ont ouvert les robinets, elle a commencé à remonter. Et là voilà, le variant, le X variant, on a droit à un variant tous les 6 mois, est une grave menace, c'est dangereux, alors que, je vous le dis quand même, j'ai eu l'information très rapidement, que le médecin qui a découvert ce variant a dit qu'il n'était pas dangereux, et certains chercheurs, comme M. Toubiana notamment, pour le citer, dit que justement, plus il y a de variants, et moins ils sont dangereux. Voilà. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse, je ne vais pas parler du Covid, parce que ce n'est pas le sujet, c'est un autre sujet, là on parle de finance, d'économie. Mais voilà, on vous invente des prétextes pour justifier une correction, enfin qui serait plus que légitime, mais là c'est une petite correction. Alors voilà, c'est pour vous dire que les banques centrales commencent à agir, sauf la Banque Centrale Européenne. On va voir, parce que vous avez bien compris que ce qu'on vous dit, bien sûr ce n'est pas la réalité. On vous disait que voilà, les taux seraient relevés plus beaucoup voilà, en 2023-2024, on voit que voilà, tout le monde savait que ça serait l'année prochaine, que l'inflation serait transitoire, mais on verra bien. Enfin, M. Powell a dit qu'elle durait de bonne partie de l'année 2022, mais ça il avait dit avant le 17 décembre, hein, d'accord? On verra bien. Et on va suivre cela de près. Et maintenant, je réserve donc que vont faire les indices, quelles sont mes perspectives, et bien je les réserve maintenant pour cette conclusion. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de cette newsletter.
Que vont faire les indices en 2022? Je vais vous donner mon avis. Donc c'est vrai que c'est plus le CAC, mais bien sûr je vais parler des indices américains. Mais avant de vous donner ma définition personnelle du crack, et là vous aurez les idées plus claires quand vous aurez vu, justement, je vais vous faire une petite présentation graphique. Je vais vous livrer quelques informations. Donc il faut savoir qu'en mars 2000, au moment où ça a commencé à s'effondrer, le tout départ de la chute, le crack rampant, c'était en 2000, c'était un crack rampant, c'est-à-dire que c'était très lent, avec des rebonds, vous voyez, etc. Comme une tendance haussière, mais à l'envers, avec des consos, vous voyez ce que je veux dire, enfin, voilà, comme un peu Air Liquide, si vous voulez, en un peu plus accentué, vous voyez, Air Liquide, parce qu'elle ne fait pas de parabolique. Elle consolide, elle remonte, voilà, c'était plutôt ça, vous voyez, ce genre, un crack rampant. Et la plupart des gérants et des analystes étaient acheteurs à ce moment-là. Donc on vous disait clairement d'acheter. Donc, ça j'ai déjà fait la comparaison. Vous allez chez le médecin, vous allez croire ce qu'il va vous dire. Le gars il est compétent. Donc là, notamment les débutants, ils ont cru ces gens-là qu'il fallait acheter. Alors c'est vrai que moi, comme j'arrivais sur les marchés en mars 2000, il y avait sûrement des personnes qui devaient alerter du crack imminent, mais bon, en général elles sont rares. Et voilà. Donc déjà, première chose. Alors là, justement, ce qui se passe, c'est la même chose. C'est la même chose, puisque Goldman Sachs, notamment, prévoit une hausse de 10% sur le S&P 500 en 2022. Et nous avons également Crédit Suisse qui dit que 2022 devrait rester attrayant pour les actions. Et voit une hausse de 11% pour le S&P. Donc, et là, de toute façon, les stratèges, d'une manière générale, sont acheteurs. Voilà, il faut le savoir. Mais après, il y a l'inverse. Il y a celui qui vous vend le crack. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que je vais vous donner ma définition du crack et vous allez pouvoir vous faire votre idée. Et surtout que j'amène pas mal de preuves. Enfin, je ne veux pas en dire plus, je termine par ça. Donc, il y en a qui... Ça, je vous ai averti, je crois que c'est sur ma newsletter d'octobre, où là, il y a les vendeurs de crack... Il y en a un qui est très connu, c'est un analyste, voilà, qui est très connu, qui vous vend le crack tous les ans, enfin voilà. Donc voilà, là, le crack inévitable, c'est la fin, ça va s'effondrer en 2022, et souvent, bien sûr, ces personnes disaient la même chose pour cette année, en 2020, etc. Voilà, puis au bout d'un moment, ils auront raison, c'est certain. Donc maintenant, voilà, donc c'est clair, nous avons, si vous voyez bien la situation, une bourse qui n'a jamais été aussi chère. Donc on a 230% du PIB de valorisation pour le S&P 500. Donc une bulle, c'est clair, ça je vous l'ai expliqué pourquoi il y avait une bulle avec les effets de mode. C'est évident, d'accord, ça c'est clair. Et après vous avez les personnes, et voilà, des cabinets, voilà, des banques, Goldman Sachs, c'est quand même, voilà, c'est Goldman Sachs quoi, qui vous dit mais non, vous inquiétez pas, il faut continuer à acheter, tout va bien se passer. Et d'autres, les vendeurs de crack habituels, voilà, qui veulent vous faire peur et qui vous disent c'est certain qu'il y aura une crack en 2022. Faites gaffe, shortez, voilà. Il faut maintenant, sauf qui peut. Nous en sommes là. Donc maintenant, je vous donne mon avis. Qu'est-ce qu'un crack? Alors là, vous avez le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà, semaine ici. Voilà, suivez le curseur, semaine ici. J'ai fait le ménage, voilà, parce que si vous êtes débutant, là, moi j'essaie d'être toujours clair, mais voilà, donc là je vais essayer d'être encore plus clair pour que ce soit vraiment facile à comprendre. Voilà, nous sommes en décembre 2020, c'est l'hebdomadaire, et vous voyez que le CAC 40 est au-dessus d'un nuage montant. D'accord, ok, le Kumo en japonais, un nuage montant. Et là, j'ai grossi la moyenne 30 semaines, qui est la moyenne de Stan Weinstein en noir. Et que les cours sont au-dessus de cette moyenne 30 semaines. Les cours ici représentés par les chandeliers, les barres là, d'accord. Donc vous êtes au-dessus de la moyenne 30 semaines. Alors déjà, à travers ce graphique, je vais déjà vous montrer que Goldman Sachs et Crédit Suisse disent que le S&P sera, l'un il dit à 10% de plus et l'autre à 11% de plus, mais
vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je dis, moi je donne mes perspectives à 6 mois. Et encore 6 mois, c'est, je dirais, le grand maximum. En travaillant, vous pouvez voir certaines choses, mais voilà, envisager, voilà, il va peut-être se passer ça, etc. Mais voilà, donc on ne veut pas le savoir, parce que la seule chose que l'on peut savoir lorsqu'on voit ce graphique, c'est que tant qu'on est au-dessus du cumul, du nuage montant, eh bien, en fait, on peut faire de nouveau plus haut. Voilà. Et notamment, donc vous êtes au-dessus de la moyenne 30 semaines, donc pour ceux qui ont lu ça de Weinstein, c'est la phase 2 de Weinstein, donc une phase 2 de Weinstein, ça veut dire que les cours peuvent progresser encore de manière significative. Cela veut dire que la tendance est haussière, d'accord ? Est haussière et que cette phase 2 a débuté ici au mois de novembre 2020, donc dès que les vaccins, enfin les traitements expérimentaux, pardon, ce ne sont pas des vaccins, sont sortis. Voilà. Donc on vous dit clairement que le S&P, voilà c'est l'histoire du CAC, mais c'est comme si on vous dit le CAC il va prendre 10% en 2022, mais vous êtes incapable de le savoir. C'est impossible, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Après avec des études graphiques, vous pouvez vous projeter maximum à 6 mois. Voilà, même voilà. Moi je vais y venir après. Mais moi j'ai plutôt l'idée de où il peut aller le CAC 40. À la baisse, d'accord, j'ai une idée là-dessus. Je vais en parler après, mais à la hausse, je suis incapable de vous le dire. Je sais pas, hein, j'en sais rien du tout. Voilà. C'est clair. Première chose. Donc les prévisionnistes, déjà, donc celui qui vous dit dans un an, l'indice il sera à temps, non, il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter d'écouter cette personne. Je vous le montre ici, vous ne pouvez pas le savoir. Deuxièmement, les vendeurs de crack. Alors, on va remonter. Donc vous avez vu les cours au-dessus du cumul-span et au-dessus de la moyenne 30. Voilà. Donc les vendeurs de crack vous disent, là on prend l'exemple de 1997, ici, nous sommes en octobre, vous disent qu'en fait qu'il va y avoir un crack de manière certaine, un crack magistral, un truc de malade, alors que les cours sont au-dessus d'un cumul-span, d'un nuage haussier, et au-dessus de la moyenne 30 semaines. Et donc, là, je vous le montre ici. Lorsqu'on est dans ce cas, la probabilité qu'il y ait un crack est extrêmement faible. D'accord ? Extrêmement faible. Voilà, on continue. C'est-à-dire que là, moi, je vous dirais, je remonte très vite. Ici, vous avez vu là, le beau nuage montant au-dessus de la moyenne 30. Là, moi, quand je vois cette image, je vous dis, il n'y aura pas de crack en 2022. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait un crack en 2022 est extrêmement faible puisque nous sommes en phase 2 de Weinstein. Voilà. C'est une tendance très haussière, malgré la bulle, etc., la surévaluation. C'est là où, en fait, c'est important parce que on vous dit oui, c'est cher, c'est pas cher, mais c'est là où vous vous rendez compte que ça peut être cher, mais ça peut être haussier. Hein. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors là, moi je vous dirais, mais en 2022, il n'y aura pas de crack. Là. Sauf que, par rapport aux 26 périodes, le futur nuage Ishimoku s'arrête au mois de juin. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous garantir, vous voyez, on est en décembre. Hein. Plus 6, c'est le mois de juin. Ce que je peux vous garantir, c'est que la probabilité qu'il y ait un crack d'ici le mois de juin est extrêmement faible. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. On revient. On continue. Suivez bien là, doucement, voilà. Vous avez vu, donc c'est exactement ce que je vous dis. Là, le cumul-span qui retient les cours. On est toujours montant. Là, il se latéralise un petit peu. Il est toujours montant. Hein, au-dessus de la moyenne 30. Donc, tendance haussière. Vous voyez que la tendance haussière peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer plusieurs années. Vous êtes d'accord ? C'est écrit là. Voilà. Et là, vous arrivez en janvier 2001. En janvier 2001. Là, vous voyez, en septembre 2000, nous avons le plus haut ici, le 4. Hein, les cours commencent à passer sous la moyenne 30 semaines, en noir ici, et commencent à devenir descendantes. D'accord ? Et surtout, vous voyez le Marubozu ici. Le Marubozu, c'est un chandelier assez important. C'est-à-dire que voilà,
il y a une grosse différence entre l'ouverture ici et la clôture. Un Marubozu baissier. D'accord? Et là, un Marubozu qui casse le Kumo span. D'accord? D'accord? Ok, donc là, c'est une alerte ici, c'est une alerte ici, on le voit, en février 2001. Et après, effectivement, vous voyez que le Kumo span passe baissier. Le Kumo span hebdomadaire passe baissier. D'accord? Là, c'est un crack. Là, c'est un crack, puisque vous avez rompu le Kumo span haussier montant, d'accord, hein? La moyenne 30 se retourne à la baisse, et vous voyez que le Kumo span devient baissier. Et fait un angle négatif, d'accord? Fait un angle baissier, d'accord? Un angle descendant, d'accord? Voilà. Ça, c'est un crack. Ok? Tant que vous êtes au-dessus de la moyenne 30 et du Kumo, la tendance est haussière. Voilà. Et là, ça recommence. Hein? Février 2004. Hop. Le Kumo span retient les cours. On est au-dessus de la moyenne 30 et du Kumo span. D'accord? Ok? Ok? Et là, vous avez de nouveau un Marubozu ici. En janvier 2008, rupture du Kumo span, retournement de la moyenne 30 semaines. Et vous avez le Kumo span qui devient baissier. D'accord? Voilà. Là, c'est un crack. Là, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vous vendent le crack actuellement, si actuellement on était là, on avait là, d'accord, ça serait possible. Je dis bien possible. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait un retournement du Kumo span. D'accord? Ok? Voilà. Donc, ceux qui vous vendent le crack, ils vous vendent le crack alors que nous sommes au départ d'une phase 2 de Weinstein et que les cours sont notamment largement au-dessus du nuage hebdomadaire qui monte et de la moyenne 30 semaines. Donc, probabilité, je dirais, d'ici le mois de juin, est égale à 0. D'accord? Je dis bien est égale à 0. Ça veut dire que, je vous l'ai prouvé ici, vous pouvez le faire avec le Dow Jones ou le S&P si vous voulez. Cela veut dire que ces personnes-là, il faut arrêter immédiatement de les écouter, parce que comme disait Jesse Livermore, il ne faut pas écouter les autres et surtout pas les conseils de la presse. Si vous les écoutez, vous allez perdre votre capital. Donc vous avez la preuve ici que, au moins d'ici le mois de juillet, il n'y aura pas de crack. D'accord? Voilà, puisqu'il faut que ça passe descendant. Hein, et arrêtez immédiatement d'écouter ces personnes-là qui vous vendent le crack tous les ans. Voilà mes chers auditeurs, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous ai montré à travers cette définition du crack que ce soit Goldman Sachs et compagnie qui vous disent dans un an, hein, c'est impossible. Et deuxièmement, voilà, ça vous embouche un coin peut-être. Les vendeurs de crack, eh bien, je vous ai montré que voilà, ils n'y connaissent rien. Et que bon, à moins d'un coup à la février 2020, d'ici le mois de juin, on n'aura pas un Kumo hebdomadaire baissier. Mais c'est même certain. Hein. On peut avoir un chandelier en dessous, mais le Kumo ne passera pas baissier. Rappelez-vous, et je vous recommande ma vidéo de mars 2020 sur l'analyse du Nasdaq et du CAC 40, où je disais que le Nasdaq avait probablement atteint son point bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Kumo hebdomadaire a retenu les cours. Voilà. Alors, je fais une petite anecdote parce que, avec ce qui s'est passé sur EDF cette semaine, un des lecteurs sur Boursorama disait que tout était préparé d'avance, que c'était orchestré. Mais je dis oui, absolument. Et ça me fait plaisir de le lire. Absolument. Tout est orchestré. Voilà. Vous avez une formule algorithmique qu'il faut découvrir. Et après, il faut avoir la psychologie adéquate pour tenir le coup. Et un bon capital, je dirais. Donc voilà. Je vous ai montré notamment que malgré une surévaluation astronomique des marchés, on n'a jamais vu ça, hein, d'accord? C'est toujours haussier. Voilà. C'est alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vois la chose? Moi, je le répète encore une fois, je passe beaucoup de temps sur les graphiques, donc j'ai beaucoup étudié la question. Bien évidemment, ici, je ne vous dirai pas certaines choses.
Et là, déjà, vous avez beaucoup d'éléments pour, voilà, hein, éviter de faire des bêtises, je dirais. Alors, une dernière chose, mais c'est quand même très important, c'est une bulle très particulière. Une bulle boursière, en général, voilà, c'est un contexte euphorique où tout monte, quasiment tout monte. Et là, en fait, c'est complètement différent. Pourquoi? Ça, j'en ai parlé dans une newsletter de mémoire, c'est celle du mois de juin. Il y a beaucoup de valeurs qui sont bien loin de leur plus haut. Et de très belles valeurs. Voilà. Si vous voulez, si c'était quelque part une bulle saine, voilà, vous n'auriez pas l'automobile au tapis. C'est un exemple. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Quand il y a une euphorie, voilà, on achète n'importe quoi, n'importe quel prix. Là, vous avez, en fait, je dirais que chacun a son petit algo et fait sa sauce avec son petit algo. Donc, vous avez de très belles valeurs qui sont loin de leur plus haut. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Voilà. Vous pouvez, voilà, le CAC est à 20%, même un peu plus, et vous pouvez être négatif, comme j'en ai vu un qu'il a annoncé, qui était à moins de 30% sur 2021, puisque, voilà, voilà, Atos, etc., Ruby, etc., Worldline, qui a chuté récemment, ce sont de belles sociétés, mais si vous êtes dessus, vous êtes négatif, alors que, voilà, que là, c'est une bulle. Donc ça, c'est la chose à prendre en compte, c'est-à-dire que, comment dire, il y a moins de gagnants potentiels, voilà. Il y a moins d'élus potentiels, je dirais. C'est très difficile de tirer son épingle du jeu sur les marchés financiers, mais avec les algorithmes, voilà, donc il n'y a plus d'émotion, donc on fait ce qu'on veut un petit peu avec son petit algo, et vous pouvez avoir une bulle boursière et perdre de l'argent. Donc ça, c'est un point. Alors, ça, c'est notamment relayé par Morgan Stanley, parce que Morgan Stanley a annoncé récemment quelque chose de très intéressant. En fait, ils annoncent 6 mois plus tard ce que j'ai dit au mois de juin. C'est que en fait, ce ne sera pas. En fait, ils disent 2022, ce ne sera pas une histoire de secteur ou de style, mais en fait, ce sera une histoire de titre. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, chacun a son petit algo, et voilà, il fait sa sauce avec son petit algo. Donc, en fait, c'est plus du stock picking, mais dans le sens où il faut avoir une très bonne connaissance technique et vous pouvez très bien, ce que je veux dire par là, c'est que Ubisoft, Atos, etc., voilà, vous les connaissez, c'est valeur Ruby, mais ça peut être à liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un marché haussier, on peut décider d'attaquer à liquide, comme ils ont attaqué Rémi Cointreau en 2020, alors que Air Liquide, c'est une super valeur, mais Air Liquide peut très bien faire en moins de 30, alors que le marché est haussier. Voilà. Donc, Morgan Stanley, c'est très intéressant, parce que là, quelque part, la banque l'a dit la vérité, pour une fois, je dirais. D'accord? Ce sera une affaire de titre. Très important. La deuxième chose, certains stratèges, et je les remercie parce qu'ils disent aussi la vérité, disent que pourquoi les actions montent? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre alternative de rendement. Effectivement, ça je vous l'ai dit au début de la newsletter, je l'ai déjà dit avant d'ailleurs. Voilà, il n'y a que les actions qui donnent du rendement. Et notamment par rapport à l'obligataire. Il précise notamment par rapport à l'obligataire. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, l'obligataire, c'est un marché énorme. En fait, les actions, ça représente très peu, hein, d'accord, sur le marché des actifs. Il faut savoir que l'obligataire, c'est beaucoup plus important que le marché des actions. Donc, ce qui explique, pour quelle raison, ça continue à monter, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, et le rendement est sur les actions. Donc, encore une preuve qu'en 2022, du moins au départ, ça peut continuer à monter. Quand vous voyez le graphique du CAC 40, et bien voilà, c'est haussier. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais terminer. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là il y a un an, j'annonçais pour mes perspectives 2021 que le marché pouvait continuer à monter, que la bourse pouvait continuer à monter. C'est exactement ce qui s'est passé avec 7 mois de hausse d'affilée entre février et août. Alors voilà, donc j'ai fait mes petites études. Et je vais vous dire comment je vois la chose. En fait, je pense qu'il peut très bien y avoir de nouveaux plus hauts. Alors je m'explique là-dessus. Nous allons avoir une correction significative sur les marchés financiers. La fameuse correction que l'on attend, pas la petite correction nette de service là que l'on a depuis, je dirais plusieurs mois. Voilà. Il va y avoir une correction significative de 15 à 20%. Alors, après, ça peut être un peu plus. D'accord, mais au moins de 15%. Voilà.
Et après, il faudra voir la réaction des marchés sur le bas de cette correction. Ce que je veux dire par là. Alors, c'est vrai que c'est moins évident pour les indices américains. C'est plus évident pour le CAC 40. Voilà. C'est qu'il va y avoir une correction et que la probabilité qu'à la suite de cette correction, on fasse de nouveau plus haut est très élevée. Voilà. C'est mon étude. Alors après, comme je vous l'ai dit, on ne peut écarter un scénario à la février 2020. Evergrande fait défaut. Voilà, c'est la panique. En 5 jours, on perd 20%. Ils sont capables de le faire avec les algorithmes. Mais comme je vous dis, c'est moins évident au niveau des marchés américains. D'accord ? Il faut attendre la correction de 15 à 20% et voir la réaction à ce moment-là. Et on a une certaine probabilité, une probabilité assez haute, de faire de nouveau plus haut. Et là, ce que je veux dire, c'est là où on verra si on fait un top plus bas que le précédent top, ça peut très bien être le début de marché baissier. Voilà. Alors je pense que cette correction significative va intervenir cette année, en 2022, d'accord ? Mais il y a une autre probabilité. On peut très bien faire le remake de 2021. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2022, on peut très bien avoir, c'est l'euphorie terminale, je dirais. La bulle terminale. On peut très bien avoir une euphorie terminale, c'est tout à fait possible. D'accord ? On va faire une série comme on l'a fait cette année, de 7 mois de hausse. On peut très bien faire ça. Par contre, si on fait ça, là par contre, ça sera la chute, un crack très probable en 2023. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que, en fait, vous avez une parabolique. Alors la parabolique, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, ça monte très 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 haut et sans consolidation. Voilà, ça monte en ligne droite. Voilà. Vous le voyez notamment au niveau de Shinkuspan sur les Shimoku. Voilà, c'est une ligne droite. Donc là, quand la ligne droite, elle dure depuis plusieurs années, quand ça va chuter d'un seul coup. Comme disait Weinstein, vous montez pour vous monter un rocher en haut de la montagne, et après, quand vous arrivez en haut, si vous lâchez le rocher, ça descend très vite. Alors on peut très bien avoir, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis, un remake de 2021. Personnellement, je pense qu'on va avoir une correction avant le mois d'août. Je dirais que si au mois d'août on n'a pas eu nos 15-20% de correction, ça deviendra un peu plus compliqué. Voilà. Et cette correction, à la suite, et ça mettra plusieurs semaines, effectivement, voire plusieurs mois, nous ferons de nouveau plus haut. Nous allons suivre ça de près. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette newsletter d'information et ses perspectives, j'ai beaucoup travaillé pour cette newsletter, vous apporteront de la valeur. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments, c'est très important en famille ou avec les amis. Et je vous dis à l'année prochaine.